Puskás, le major galopant. Grosic, la panthère noire. Bojic, le député footballeur. Hidekuti, le grand maître. Kocsis, tête d'or. Xibor, le rebelle. 6 hommes au sein d'un pays dans la tourmente, au cœur d'une équipe qui fit rêver la planète football durant toute la première moitié des années 50. Février 45. Les Russes libèrent Budapest, mais à leur manière, ne laissant pas grand-chose debout, sauf la statue de Saint-Geller, peut-être parce qu'il avait déjà été martyrisé. Malgré les camarades opérateurs qui essaient de peindre en blanc le désert de sang laissé par le passage de l'armée rouge, le pays est exsangue. Mais les enfants de la balle n'ont rien oublié. Les enfants de Hongrie ont toujours été amoureux du football. Leur père aussi d'ailleurs, vice-champion du monde avant-guerre. Tous les dimanches à Budapest, on se masse dans ce vieux stade en bois du Houloy pour y admirer les grandes idoles du moment, comme ce 23 mai 48 où la Hongrie bat le voisin tchèque 2-1 dans un stade plein à craquer. Mais le sport est une chose trop importante pour être laissée aux seuls amateurs. Et ce ne sont pas des chérubins qui inaugurent dans le quartier des Anges le club des métallurgistes du Vasas, mais János Kadar, son président membre du bureau politique du Parti communiste hongrois. Fidèle aux directives des patrons du Cominform, il s'agit de ne rien laisser au hasard pour Matyás Rákosi, premier secrétaire du parti, afin d'installer le paradis sur terre. Une chose est le bonheur des peuples, dont le 70e anniversaire de Staline est censé nous donner un aperçu. Autre chose, les moyens d'y parvenir. Les communistes hongrois ont déjà investi les principaux ministères. Poussés par les soviétiques qui brandissent la menace occidentale et créent une véritable hystérie de la guerre, le ministère de la Défense en rajoute dans la militarisation de son club omnisport, le Honvéd, dont il cherche à étendre l'hégémonie. Surtout celle de sa section la plus populaire, celle du football, où les parades tiennent souvent lieu d'échauffement avant match. Deux amis d'enfance, le major Puskás et le capitaine Bojic, soldats d'opérette, mais déjà footballeurs d'exception, y mènent la danse. Az aranycsapatnak az véglegesen magasan az 1949-50-ben jött elő, mikor a Kispestből Honvéd lett, a MTK-ból nem tudom, akkor még katonás a rendőrségnél volt-e, és akkor, amikor a 49-50-ben, mikor megjött az dolog, hogy a Ferencvárost szétszedték, hogy hát akarták, hogy a csapat még komolyabb erőben legyen, és akkor történt, a budaiak Kocsis, a
Lóránt és a Szibor hozzánk kerültek. Une autre silhouette se dessine aussi, celle de Gyula Grosic, jeune gardien, le premier vêtu de noir, peut-être parce qu'il voulait devenir prêtre avant de revêtir la tunique de Gaulle. Mais ce qui compte pour l'instant dans le pays, ce sont les derbies Onwed contre MTK, ou plutôt armée contre police, car le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur, tous deux aux mains des communistes, se doivent bien sûr d'avoir aussi les deux clubs les plus prestigieux du pays. Mieux qu'un championnat national, somme toute un peu confidentiel, le 8 mai 49, la Hongrie rencontre l'Autriche. Contre l'ex-associé du vieil empire, Božič et les siens, sous le regard de Georges Szepesi, speaker national, font déjà preuve d'un merveilleux esprit offensif qui les pousse toujours à l'attaque. Zeman, le malheureux gardien autrichien, encaisse 6 buts, dont un de toute beauté, tiré par Puskás. Mais malheur aux joueurs qui voudraient quitter le pays, attirés par les sirènes de l'étranger. Et ce n'est pas le galonné général Farkas, ministre de la Défense et président du Onwed, qui assiste à tous les matchs flanqué de ses gardes du corps tapis dans la pénombre, qui le démentira. Ainsi Sándor Szúcs, arrière de l'équipe, arrêté à la frontière et condamné à mort. Puskás, a Božič, Szusza Ferenc, illetve felmentek a Farkas Mihályhoz, azzal a kérése, hogy kapjon amnestiát, kérlek szépen, és fölvette a telefont, belett azt mondja, mi van a Szücsigyel? Hallgatott, letette a telefont, és csak annyit mondott a öcséknek, kérlek szépen, a Cuszunak és a Szusza Ferinek, mert bajtársak voltak, vagy futballtársak voltak, a újpesti Dózsában játszott ő is, Szuszával együtt, és kérlek szépen csak annyit mondott, hogy már késő fiúk, hajnal 5 órakor felakasztották. Quand Farkas, super-inspecteur des forces armées, mesure la longueur de vos cheveux, il y a donc tout lieu de faire attention à sa tête. De même, lorsque le terrible Rákosi, premier secrétaire du parti et vice-premier ministre, se montre un peu trop amical. Pour eux, soldats ou sportifs, c'est d'une même soldatesque qu'il s'agit. Au printemps 52, c'est aux athlètes qui préparent les Jeux d'Helsinki qu'ils viennent rendre visite, visiblement impressionnés par ces muscles tout entiers dévoués à la défense du socialisme. Hirdessék majd mindenütt, hogy a magyar nép akarata az, hogy a világ ifjúsága ne csatatereken, lövészárkokban, hanem a sport nagy nemzetközi és kulturális találkozóin mérje össze képességeit előre sporttársak újabb olimpiai győzelmek felé. C'est le grand Paavo Nurmi lui-même, gloire nationale et héros des Jeux de 24 à Paris, dont la statue monumentale orne l'entrée du stade, qui inaugure les Jeux olympiques d'Helsinki auxquels le grand frère soviétique participe pour la première fois. Peu sensibles aux faces officielles, les Suédois, tenants du titre et prochains adversaires des Magyars, font les oiseaux de façon plus simple, en dignes représentants d'une démocratie avancée. Gagner, ou bien encore gagner, telles sont les directives pour Grosic, le gardien, et son remplaçant Geller. Pour Kocsis, le buteur de l'équipe. Boudaï, équipier modèle, et Xibor, l'éternel rebelle. Ils ne se le font pas dire 2 fois. Bien sûr, pour Hidekuti et les siens, invaincus depuis 2 ans, le match contre ces gentils Suédois ressemble plus à un entraînement qu'à une demi-finale olympique. Mais enfin, le score de 6-0 leur ouvre la porte de la finale. Seves Gusztáv, kérlek szépen, lejön az öltözőbe, félidőbe, azt mondja, most hívott a Rákosi elvtárs, és azt mondta, ha megveritek ezeket a láncos kutyákat, akkor dupla lesz a prémium. Aranyos fiú volt, mi? Kutyáknak hívta a humános embereket. Aranyos. Heureusement, c'est quand même côte à côte avec l'adversaire titiste que 11 Magyars débarquent à la lumière ce 2 août 52 dans l'arène d'Helsinki.
Et ce n'est que balle au pied que Puskás, surnommé Oxy, le petit, affronte son ami le géant Bobek, même si le match semble aussi intense dans les tribunes qu'il est âpre sur le terrain. Les Hongrois, malgré les récupérations constantes d'Idekuti et les boulets de canon de Kocsis, ont du mal à ouvrir la marque. À la 71e minute, énième appel de balle de Puskás. Mais cette fois-ci, le petit major galopant, rapide comme la foudre, efface les armoires à glace de la défense yougoslave et délivre enfin son équipe. Suite d'une rhapsodie commencée 2 ans plus tôt contre l'Autriche. Pour ce premier sacre d'une équipe de football hongroise dans un grand tournoi international, une jolie Miss Univers. Pour le plus grand plaisir de Puskás et des siens, et pour la plus grande joie de tous les Hongrois. Enfin, pas tout à fait encore, car cette finale risquée devant l'ennemi titiste ne fut jamais retransmise en direct, malgré les images reconstituées après coup par la propagande officielle. Labdarúgóink is teljesítették hazájuk, dolgozó népünk iránti kötelességüket, és világra szóló nagy sikert értek el. De számunkra mindenekelőtt azért volt nagyon fontos ennek a tornának az elnyerése, tehát az olimpiai bajnoki cím megszerzése, mert ez volt az első lehetősége az akkori úgynevezett aranycsapatnak, hogy a nemzetközi labdarúgó világ előtt bemutatkozzon és kiléphessen abból a zártságból, amit az akkori politikai helyzet, az úgynevezett vasfüggöny zárt el előlünk. Mais pour Grosic, Idekuti, Kocsis et les autres, la reconnaissance internationale, ce sera pour plus tard. Maintenant, ce sont 100 000 personnes à Budapest qui fêtent les médaillés magyars entre la gare de l'Ouest et la place du 7 novembre. Et c'est tout un pays qui jubile. Décidément, tout cela tombe bien pour Rákosi, qui au même moment devient Premier ministre sous l'œil un peu humide de Farkas, son complice, et les applaudissements un peu plus obligés d'Imre Nagy, le clairvoyant ministre de l'Agriculture. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a hatalmas tervünk reális és teljesítésének, sőt túlteljesítésének minden előfeltétele megvan, ha lankadatlanul, figyelmezetten és lendületesen dolgozunk ezután is. Mainmise définitive sur le pays, nombreuses victoires olympiques pour Puskás et les autres, tout cela monte un peu à la tête de tout le monde. Une fois n'est pas coutume, Grosic allume la cigarette du maître des lieux. Au siège du Honvéd, chez Farkas, la sauterie tient plus du bal de Mayerling que des pique-niques entre camarades. Décidément, on pourrait croire à l'envol du pays, à voir ces courses de 300 cm3 sur les bords du lac Balaton filmées façon Riviera, où les motards du Honvéd jouent à l'équipée sauvage. Même si la réalité est plus humble, et si ceux qui courent à pied sont plus nombreux que les grosses cylindrées. Grosic, Budaj, Puskás et leurs coéquipiers du Honvéd sont devenus les modèles de cette jeunesse fleurant bon le socialisme. Une jeunesse qu'ils enchantent chaque fin de semaine,
comme ce dimanche en match amical contre le Rapide de Vienne, le familier voisin autrichien, où Kocsis fait encore des siennes. Sous le regard de leur berger galonné, l'accolade entre joueurs est sincère, même si les sentiments les plus nobles sont toujours recyclés au service du régime. Fin 52, Puskás rend compte de sa participation au Congrès pour la paix de Vienne devant le philosophe George Lucas, qui paraît un peu accablé devant la teneur de son discours, rappelant bravement que le sport vaut mieux que la guerre. Bien sûr, tout cela n'est qu'apparence, et comme toujours, le mot de la fin reste aux apparatchiks et surtout aux plus puissants d'entre eux. Quelques semaines plus tard, un simple coup de sifflet arrête ces litanies zélées. Le cœur des laudateurs se fige sous les masques dans une capitale hongroise où tout s'immobilise, le temps d'une minute de silence. Celle où tout un pays censé être bouleversé rend un dernier hommage au petit père des peuples mort en ce début mars 53. Seulement qu'à l'appel Rákosi a couru ventre à terre à Moscou, laissant derrière lui les deux autres membres du triumvirat qui dirigent le pays, le funeste général Farkas, Erno Guerro, l'homme à la chevelure blanche qui avait armé les bras de l'assassin de Trotsky et indéboulonnable ministre du plan. C'est le sort de cette sinistre troïka qui se joue dans le panier de crabes qu'est devenu le Kremlin. Et c'est à Imre Nagy, communiste à visage humain, que vont revenir les rênes du gouvernement. Le brouillard à couper au couteau qui recouvrait la Hongrie laisse place à une brume où quelques rayons de soleil perceront bientôt. Le printemps hongrois éclaire toujours cet automne 53 lorsque le 11 Magyar sort de ses frontières et soulève un coin du rideau de fer. Aussi vrai que cette équipe se confond avec l'histoire de son pays, comme la rivière coule inéluctablement le long de la vallée. Mais avant Wembley, où l'attend la plus grande équipe du monde, comme se dessinent les Anglais eux-mêmes, traversée de la Manche oblige, un détour par Paris s'impose. Ou plutôt par Paris-Ilseguin, où les champions olympiques en titre désirent rencontrer les gars de Billancourt. Aussi grands footballeurs qu'ils sont modestes, les Hongrois ont toujours la sympathique habitude de préparer chaque grande rencontre contre quelques petites équipes, histoire de mieux entretenir cette légèreté et cette suavité de jeu qui fait leur grâce. Il est vrai aussi que Gustave Sébès, leur mentor, n'oublie pas qu'il est membre du parti et qu'il fut ouvrier à Billancourt avant-guerre. Et puis c'est avec plaisir que l'on retrouve le camarade Lefranc au banquet d'après-match. Mais les choses sérieuses commencent à Londres, où Sébès fait découvrir à ses hommes ce temple du football qu'est Wembley, devant un Puskás toujours râleur. Drôle d'oiseau, ces Hongrois, drôle de coco aussi avec ce marteau et cet épi de blé qui ne les quitte jamais. Az angolok elleni mérkőzést, azt én 1952-ben Helsinkiben kötöttem le az Angol Szövetség főtitkárával, hogy hát mondtam, hogy hát én kezet adok rá, de ez nem jelent semmit, tehát ki dönt nálatok? Hát mondom, nagy személyiségek döntenek, azt mondja, mi a sportminiszter? Mondom, feljebb. Hogy, azt mondja, csak nem a kormány? Mondom, feljebb. Azt mondja, kicsoda? A párt? Csak nem a párt? Mondom, de a párt. Azt hát most röhögjek, vagy sírjak. We just ask him, although he doesn't say any English, is there just not one word that we could ask him to say to the people in this country? Nem tudsz egy szót se angolul? No. Not yet. Not yet. Well, perhaps when he next comes over, he'll just have one word of English for us. A legközelebb jössz. Jó, pedig meg fog tanulni. He will learn English. Good, that's fine. Thank you very much indeed for coming along. Chez les inventeurs du football, on a décidément du mal à prendre ces types tout à fait au sérieux. Ici, on sait tout de ce jeu, même si l'entraînement paraît un peu désuet et les explications tactiques limitées. On n'a pas besoin non plus de ballon pour s'entraîner. À l'image des stars Ramsey, Matthews et Mortensen, il suffit de sautiller. Côté hongrois, on ne lâche pas sa balle.
Il y a là Kocsis, parfait ambidextre, mais lui, ce sont ses 2 pieds qui font parler la poudre. Bojic, le député footballeur, autodidacte accompli et lumineuse arrière centrale. Ide Couty, le grand maître, stratège de l'équipe, mais aussi tireur émérite. Laurent, le contrebandier. Avec lui, rien ne passe, sauf ce qu'il se charge lui-même de ramener d'une tournée à l'étranger. Xibor, fantasque ailier gauche que ses coéquipiers appellent aussi le fou, parce que ses prouesses surprennent tout le monde, y compris parfois lui-même. Le demi-Lantos, géant blond, au merveilleux pied gauche. Ils n'ont pas l'air vraiment inquiets lorsqu'ils pénètrent dans le chaudron de Wembley, même si leur préparateur physique a du mal à distinguer les quelques membres de la délégation hongroise perdus au milieu des 105 000 spectateurs qui les attendent. Pour une fois, Puskás semble sérieux, et quand cette grande gueule paraît concentrée, on dirait qu'elle est timide. Ce n'est pas le cas de Billy Wright, le capitaine anglais, qui lui, n'a pas l'air inquiet. Bien sûr, tout cela on ne le voit pas à Budapest, mais on l'entend. Cette fois, la radio est bien là, même si, comme toujours, on est anxieux quand on est loin de ceux qu'on aime. Sur place, à voir ces Magyars se relaxer à leur façon avant le coup d'envoi, on se dit qu'on n'aimerait pas être à la place des Britanniques. À Budapest, les familles des joueurs sont mises en scène, comme ici chez les Bojic. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre chaînon manquant entre le ballon qui pourrait glisser dans les buts anglais et le pays tout entier. Et comme souvent dans ces cas-là, ce sont les enfants qui se doivent de donner le là. Dès la 6e minute, c'est la joie chez les Ide Couty, en écoutant le premier but du fils, du père, de l'époux. Fidèle à son habitude, Ide Couty, le maître à jouer, distribue magistralement le jeu. Décidément, on dirait qu'ils jouent au volley, et on oublie qu'ils ont des pieds, ces Hongrois ailés. Et comme souvent aussi, lorsqu'une équipe domine, elle est à la merci d'une contre-attaque. C'est ce qui se passe quand 5 minutes plus tard, Mortensen égalise dans un stade en folie. Qu'à cela ne tienne, il suffit pour les Hongrois de passer la vitesse supérieure. À la 20e minute, Puskás slalome devant une caméra qui peine à le suivre. Même à terre, il joue de façon élégante. Passe à Ide Couty, qui dès 10 mètres fusille Méric, 2-1. Contrairement aux Anglais, aller plus vite pour les Hongrois, ce n'est pas courir, mais plutôt faire courir le ballon et le passer à quelqu'un que l'on n'attendait pas. À Xibor, par exemple, l'ailier gauche qui se retrouve comme par hasard à droite, passe à Puskás, petit appel du pied vers l'arrière et boulet de canon vers l'avant pour marquer ce que d'aucuns vont appeler le but du siècle. 3-1. Des spectateurs un peu inquiets dans les tribunes et des joueurs anglais de plus en plus nerveux. Quatre minutes plus tard, sur un coup franc de Bojic, son ami d'enfance Oksi Puskás, qui décidément n'a de petit que son surnom, fait preuve d'une intuition géniale. Part à gauche pour revenir à droite, juste le temps de dévier le coup de massue de Bojic dans les buts du type en chandail qui fait office de gardien anglais. 4-1. En moins de 20 minutes, le sort en est jeté. Tandis qu'à l'arrière, Grosic, la panthère noire, se montre intraitable. À l'avant, les Hongrois restent fidèles à leur tactique qui va révolutionner le football. Ide Couty, le centre-attaque, décroche parce qu'il est aussi un merveilleux organisateur, tandis que ses deux inters, Puskás et Kocsis, remontent à hauteur des ailiers. Dès lors, ils seront 4 attaquants de pointe et 2 milieux de terrain avec Bojic. De hát az angolok mondjuk voltak az első nagy áldozatai az úgynevezett magyaros játékstílusnak, játékrendszernek, ennek a bizonyos 4-2-4-es játékstílusnak, mert ők először akkor találkoztak ezzel a felfogással, amikor velünk játszottak Wembleyben. És hát a játékban és az eredményben természetesen rögtön meg is mutatkozott. C'est effectivement ce qui se passe quand 11 Anglais dynamités devant 105 000 spectateurs effarés encaissent encore 2 buts.
histoire de confirmer cette punition historique et d'être écrasé 6-3. Il ne reste plus aux gentlemen des tribunes d'honneur qu'à se montrer dignes de leur réputation de fair play. Les Anglais qui n'avaient encore jamais été battus sur leur terrain par une équipe du continent sont ratiboisés, et les Hongrois, encore et toujours invaincus depuis 24 matchs en 3 ans. Hidekuti en mangerait ses crampons. Kocsis s'en étranglerait presque. Et maintenant, c'est Monsieur Puskás qui donne des leçons à une presse soudainement devenue plus humble. Cette fois, le retour des héros se fait gare de l'Est. Ils ont toujours leur chapeau suisse sur la tête façon thriller américain revu par Comité Central. Mais c'est une autre couronne qu'ils ramènent. Car cette fois-ci, contrairement à Helsinki, ce ne sont pas des équipes amateurs qu'ils ont fait exploser. Bien sûr, il y a encore et toujours le salut obligé des stakhanovistes de service. Mais ce n'est pas eux qu'est venu voir et chérir le peuple de Budapest, mais bien les meilleurs footballeurs du monde, toutes catégories confondues. Désormais, tout le monde se les arrache, tandis que fidèles à leur habitude, Puskás et les siens continuent de se mesurer aussi bien à des cracks qu'à des équipes de seconde zone, même si celles-ci ont parfois une notion bien particulière du football, comme ce 22 février 54 contre l'Égypte. De retour sur le continent et en Autriche, ils n'ont plus leur chapeau suisse sur la tête. Et leur complet veston, taillé carton bloc de l'Est, a fait place à des cols roulés plus saillants. Certes, les voyages restent un peu organisés, mais les autographes demandés sont spontanés. Désormais, et pas seulement pour les enfants de Vienne ou de Budapest, mais pour ceux de l'Europe entière, les grandes idoles, ce sont eux. Mais si les enfants d'Autriche n'ont qu'à demander des autographes, ceux de Hongrie se doivent aussi d'être édifiés, façon socialiste, bien sûr. Parfois, cela pose un problème quand l'origine d'un joueur laisse à désirer. Qu'à cela ne tienne, il suffit qu'un membre de la famille sauve les apparences. Une maman, par exemple, qui serait une bonne stakhanoviste, veillant aux grains et aux performances de l'usine de tuiles où elle travaille. Et pour cela, un petit film suffit. Az én édesapám vitéz volt, és hát ezért az állásából kitették. Na most, hát én is vitéz voltam, így nem nagyon szerette, hát mondjuk egy-két ember a felső vezetésbe, hogy a régi rendszerben lett vitéz, ott játszom bent a csapatba. Csak a Sebes Guszti bácsi ott csinált egy trükköt, Sebes Guszti bácsi csinált ezt a filmet, hogy az édesanyám, hát az igazgató volt, hát nem tudták kitenni, mert olyan jól dolgozott. Hát így én is bent maradtam így a csapatban. Certes, la propagande est plus douce avec Nagy qu'avec le sanguinaire Rákóczi. Mais les apparences étant sauves sur la jolie petite planète des Hidekuti, il s'agit maintenant de montrer aux Anglais que le gazon du Nep Stadium est aussi vert que celui de Wembley, ce 22 mai 54 où les Britanniques reviennent pour leur match revanche. Accueillis par Lénine, il traverse très vite le Danube et son histoire, direction le stade du peuple, où il s'agit d'abord de leur montrer les rutilantes réalisations du régime. Même si les serviettes de bain qu'on leur a fournies ne semblent pas les combler, elles font toujours bien dans un décor qui semble visiblement plus intéresser les caméramens que les joueurs britanniques eux-mêmes. Cette fois encore, Puskás ne semble pas vraiment inquiet avant la rencontre, ni Tóth, le remplaçant de Buday. Hidekuti non plus, qui ne s'embarrasse guère de diététique, et encore moins Xibor, qui pour une fois communique, bien qu'à sa manière.
On fait semblant d'écouter avec beaucoup d'intérêt la leçon du coach Gustave Sebes, qui avec les succès de son équipe se prend de plus en plus pour le Napoléon du ballon rond. C'est Puskás qui recule, mais c'est Lantos qui tire. Et c'est Méric qui n'a rien vu passer. Peut-être quand même que la leçon de Sebes avait du bon. 1-0. Tehát villámszerű, meredek támadással. Tibor kapta meg a labdát, jobb lábáról a bal lábára, bal lábáról a jobb lábára helyezi, aztán látja, hogy Kocsis üresen áll, odaadja neki a labdát, belőjen, ne lőjen, nem is kérdés ez. Kíméletlenül bevágja, Quand Georges Chépézy se prend pour Caruso, c'est Todt qui marque avec son dos avant que Xibor ne signe du droit. 5-0. N'en déplaise à messieurs les Anglais, elle est bien dorénavant devenue invincible, cette équipe d'or dont chaque journaliste voudrait être le premier à annoncer l'exploit à sa rédaction en terre étrangère. Mais avec cette équipe dont les déferlantes ne s'arrêtent jamais, il faudra attendre encore un peu, le temps qu'elle inscrive un 7e but contre un seul aux Anglais, devant un peuple qui chavire et désormais la vénère. La presse du monde entier est unanime pour faire des Hongrois les grands favoris de la prochaine Coupe du Monde. Épreuve reine censée tous les 4 ans sacrer la meilleure équipe de la planète et qui cette année se déroule en Suisse. En effet, on ne voit pas très bien qui pourrait inquiéter ces Hongrois invaincus depuis maintenant 4 ans et qui affrontent au premier tour la Corée et l'Allemagne. Seuls les 2 premiers de ce groupe doivent être qualifiés pour le tour suivant. Leurs adversaires les plus coriaces, les Allemands, semblent avoir de la chance. C'est vrai aussi qu'ils sont cornaqués par une nurse assez spéciale, un certain Sip Herberger qui quitte rarement son impair. Le jour du match, les gradins du stade de Bâle ne suffisent pas. Il faut recourir à d'autres moyens. Tout le monde veut voir les rois magyars, tandis que leurs adversaires, décidément bien couvés, paraissent un peu poussins, voire replets. Il est vrai que leur nurse, qui ne vise que la seconde place du groupe, a aligné une équipe réserve. Mais dès le début, à voir Hidekuti jouer au chat et à la souris avec son garde du corps, on se dit qu'Herberger doit regretter son choix. Nálunk volt egy elképzelés. 0-0-ig, vagy akár 2-0-ig a csapatnak együtt kell játszani. Hát előfordult az, hogy például 1-0-nál az öcsi elkezdett ott játszogatni. Erre a Bosik rögtön előre szólt, hogy Schwab, azt mondja, itt a csapatjáték fontos. Azt mondta, igen, cucu, rendben van. És akkor elkezdett a csapat játszani. Mais contre ces Allemands, même à 1-0 et malgré une intervention peu orthodoxe, Puskás s'en donne déjà à cœur joie. Quelques instants plus tard, c'est au tour du grand Hidekuti de s'amuser et de marquer comme à la parade. Décidément, ils ont même du mal à bloquer la balle, ces Allemands. Et la désinvolture de Lantos lançant Hidekuti lui-même, lançant Puskás, agace peut-être un peu. À défaut de jouer le ballon, reste donc pour les Allemands la solution de jouer Puskás. Mais quand Liebrich récidive, cette fois, le capitaine magyar ne se relève plus. Si les Allemands triomphent, ce n'est pas bien sûr d'avoir étendu Puskás pour le compte, mais parce que quelques jours plus tard, et avec beaucoup de chance, ils viennent d'éliminer une coriace Yougoslavie. Tandis que les Hongrois rencontrent maintenant, et désormais sans Puskás, les artistes brésiliens, tel le grand Didi paré de tous les dons. Dès le début, le match est d'une grande âpreté. Mais il est dit que ce Brésil, éternel enfant gâté du football, n'avait pas encore très bien appris à perdre en ce milieu des années 50. Eux aussi changent de registre,
Kocsis est impitoyablement descendu durant tout le match. À ce petit jeu, il est difficile pour les Hongrois de jouer leur partition habituelle. De surcroît avec un Todd blessé et des Brésiliens qui ne ratent pas non plus Hidekuti, l'homme orchestre. Le ton monte, un arbitre dépassé et c'est le très calme Bojic agressé par Nilton Santos qui est injustement expulsé avec son agresseur. Heureusement et aux grandes dames des supporters brésiliens, les chevilles de Kocsis sont encore intactes à la fin du match lorsque sur une attaque lancée par Hidekuti, Kocsis peut s'envoler et marquer ce 4e but qui sonne la délivrance, tandis que Grosic fait la roue. Mais qu'il aura été nerveusement éprouvant ce match qui décidément ne semble jamais finir, salué tristement par un drapeau brésilien en lambeaux. Et qu'elle aura été longue 3 jours plus tard, cette demi-finale gagnée après prolongation contre d'excellents Uruguayens. Et combien aussi elle est lourde pour Bojic et les siens, cette stratégie de leur coach pour qui chaque match doit être Austerlitz et qui à ce titre ne ménage jamais un titulaire en le remplaçant pour un match. Encore une fois, ce sont les Allemands qui jubilent, car dans l'autre demi-finale, leur équipe qui peu à peu s'affûte, écrase de faibles Autrichiens 6-1. A bázeli német-osztrák 6-1-es mérkőzés után a német játékosok délelőtt 10 órakor kim voltak az edzőpályán. Megkérdeztem Herbergert, hogy nem kegyetlenség ez, ilyen zuhogó esővel játszatni. Fölnézett az égre, azt mondta, most esik az eső. Ha vasárnap is esni fog, akkor mi leszünk fölénkben, mert a magyarok nem fogják elbírni kondicionálisan, mi pedig igen. Mit tesz Isten, július 4-én zuhogott az eső. En effet, il a tout lieu d'être satisfait, ce vieux renard d'Herberger, lorsque ce 4 juillet 54, il pénètre sur la pelouse détrempée du vieux stade du Wankdorf de Berne, devant 65 000 spectateurs et des photographes en folie, venus assister à cette finale où des Hongrois, bien qu'un peu moins piaffants que d'habitude, doivent enfin être sacrés. Boudaille mis à part, ils sont tous là, les héros de Wembley. Puskás aussi, leur capitaine retrouvé pour la circonstance. Tout cela est de bon augure, même si l'arbitre, un certain monsieur Ling, semble bizarrement vouloir lui écraser la main. Les supporters allemands ahuris, des poussins blancs qui alignent les bévues. 2 buts dans les 10 premières minutes et un Herberger soucieux, cela pourrait suffire. Mais c'est compter sans la ténacité allemande et surtout c'est oublier la fragilité défensive de cette équipe hongroise qui n'aime que l'attaque. Avec un ballon raté par Buzanski, malheureusement dévié par Zacharias et détourné par Morlock dans les filets de Grosic. C'est compter aussi sans l'expérience, voire la rouerie d'un vieux crabe comme Fritz Walter, qui sait de façon parfaitement interdite, mine de rien, enserrer une panthère noire un peu moins féline, pour permettre à Rahn de marquer le but égalisateur. Et quand sur ce terrain fangeux, les Magyars passent la vitesse supérieure, Kocsis a du mal à prendre son envol. Et même quand il y parvient, c'est le ballon qui se moque de Tête d'Or. Même le lumineux Bojic, d'habitude si calme, paraît désemparé. Ce jour semble maudit, et ce n'est plus un match que l'on regarde, mais une charge de la brigade légère devant une défense allemande maintenant retrouvée. Et puis il y a toute cette boue qui convient tellement peu à la rhapsodie, mais dont les chars allemands se moquent.
3-2 pour l'Allemagne à 6 minutes de la fin. Les Hongrois qui repartent toujours avec le même panache et des mains allemandes qui remplacent maintenant leurs pieds. Nul ne saura jamais, en l'absence d'image, si à 3 minutes de la fin, sur une dernière passe d'Idekuti à Puskás, le but du capitaine hongrois était vraiment entaché d'un hors-jeu. En refusant ce but rédempteur, M. Ling transforme une passion en calvaire et la joie légitime des Allemands en obscénité. C'est le Deutschland über alles qui va retentir dans le vieux stade du Wankdorf de Berne. Mais ce sont sans doute d'autres paroles qui résonnent dans la tête de Grosic, Puskás et de tous les Hongrois du monde. Celle d'un hymne national à la tonalité plus mélancolique que triomphante, où l'on parle de celui que le malheur accable depuis longtemps, comme si ce jour-là encore, 11 hommes avaient voulu rester jusqu'au bout fidèles à l'âme magyarde. Cette équipe qui avait pourtant tout gagné ne sera jamais championne du monde, et cette coupe ne sera jamais la sienne. Pour la Hongrie, c'est un deuil national, et pour le régime, un mythe qui s'écroule, celui selon lequel il n'y aurait une équipe d'or que parce que les communistes dirigent le pays. Mais le parti n'est pas à un trucage près. Les actualités bricolent à la frontière autrichienne un pseudo-retour joyeux des héros de Berne. Les visages des joueurs ne semblent pas vraiment radieux et les figurants spectateurs ont l'air un peu poussifs. Mais enfin, cela vaut mieux que les images des émeutiers déçus de Budapest et la triste réalité d'un retour honteux. Ez a csapat egy többet érdemelt volna, mint az, hogy a kertek alatt jöjjön haza. Egyszerűen azt lehet mondani, hogy Budapesten szocialista forradalom volt, hiszen emberek mentek ki utcára, villamosokat döntöttek, vagy törtek be ablakokat. Tatán leszállítottak, bevittek edzőtáborba. Rákosi, az akkori főnök, ugye kijött, meglátogatott bennünket, de hát lényegében ávos kocsikkal vittek bennünket külön-külön haza. A sportba, így a labdarúgásba sincs, mondjam úgy, hogy tökéletes boldogság. Les violons sont les mêmes, mais les comtesses de l'Empire ont été remplacées par les femmes des kolkhozes et le partenaire autrichien par les Russes et leurs complices. Le Kremlin en cet automne 54 lâche Imre Nagy. C'est encore Nagy qui danse, certes, mais c'est Erno Guerot, le complice de Rákosi, qui trinque. Le clan des réformateurs cède une nouvelle fois la place à celui des conservateurs, tandis que Nagy ne sait pas encore qu'en disant adieu à cette petite paysanne, c'est au peuple hongrois qu'il dit au revoir. Dans un régime qui se raidit à nouveau, il faut bien trouver quelques boucs émissaires à la défaite de Berne. Rien de plus simple. Il suffit par exemple d'accuser le gardien Grosic. Il réfléchit beaucoup, cela suffit, et peu importe l'énormité de l'accusation. 55 januárjában a honvédelmi minisztere közölte, hogy a vád ellenem kémkedés gyanúja, mely kimeríti a hazárolás fogalmát. És ehhez hozzátette, hogy vegyem tudomásul, hogy ezért más embert ebben az országban már felakasztottak volna. Grosic est mis à l'écart, et tout naturellement cette équipe qui toujours respire au rythme des pulsations de son pays et de son histoire entre à son tour en turbulence. Ses remplaçants ne semblent pas vraiment à la hauteur. L'équipe leur fait moins confiance, et Bojic doit veiller au grain. Cependant, l'adage qui veut que les Allemands soient les champions du monde, mais les Hongrois les meilleurs, semble toujours vrai. Surtout ce 16 octobre 54, lors de ce 100e match Hongrie-Autriche, où les Magyars pulvérisent une équipe autrichienne désarticulée devant tout un peuple qui a pardonné. Les Hongrois marquent toujours et encore des avalanches de buts. 4 contre les Suédois ce 13 novembre 55. Mais leur défense reste poreuse. Et à quoi bon marquer tant de buts
si c'est pour en encaisser à chaque fois presque autant malgré un Bojic toujours omniprésent. Le 20 juin 56, sous des trompes d'eau, mauvais présage, on reçoit les vaillants camarades tchèques. Et quand même de là à être si surpris, inquiet même, voire halluciné. Pour la première fois depuis la guerre, la Hongrie est battue dans son temple du Népstadion, sifflée même, tandis que les visiteurs sont portés en triomphe. Désormais, le major galopant et les siens ne sont plus les invincibles Hongrois. Chaque équipe joue contre eux le match de sa vie et rêve de les épingler à son tableau de chasse, même si ce sont eux toujours qui ouvrent la marque. Comme à Bruxelles, par exemple, où devant la famille royale d'abord perplexe, la Belgique encaisse certes 4 buts, mais en marque 5, dont 4,5 encore une fois imputables à des erreurs de la défense. Même la famille royale en perd son flegme princier. C'est le mérite de Bukovi, nouvel entraîneur des Hongrois et remplaçant de Sebes, d'avoir rappelé Grosic pour ce match contre la Russie, dans un stade Lénine flambant neuf que les Magyars inaugurent devant 105 000 spectateurs venus se rallier à la casquette du grand Lev Yachine, auquel tout homo soviéticus qui se respecte rêve de s'identifier. Et c'est contre ces soviétiques qui ne leur avaient jamais vraiment réussi que les Magyars montrent ce jour-là qu'ils ne sont pas seulement des virtuoses, mais qu'ils savent aussi, quand il le faut, être des battants. C'est la victoire d'une équipe d'or enfin retrouvée que signe à la 87e minute et comme il se doit Xibor le rebelle. Ce 23 septembre 56, pour la première fois, l'ours soviétique capitule. Mais qu'elles sont difficiles à oublier ces 10 années de vassalité et d'assujettissement. Marci bácsi a Bukovi, az benn volt az öltözőben, már bement, mert mindig ideges volt 10 perccel előbb. Bemegyünk az öltözőbe, mondom, gratulálok, gyerekek, a döntetlen jó eredmény. Az Ori meglepődött meg mindenket, nem, mi rúgtunk egy gólt, szóval nem mond. Cette victoire, c'est la version joyeuse d'un même événement. La défaite du Russe, dont 15 jours plus tard à Budapest, la réhabilitation de Reich et de ses co-accusés serait la version digne. Certes, Reich, ancien ministre de l'Intérieur de Rákosi et à ce titre ordonnateur des grands procès passés du régime, avait été bourreau avant d'être éliminé à son tour par ses anciens complices. Mais tant pis pour la pureté du symbole, et si aujourd'hui, à l'occasion de sa réhabilitation et de ses secondes funérailles, sa veuve côtoie Guéraud, son bourreau. C'est d'autre chose qu'il s'agit. Le rassemblement de tout un peuple contre la terreur et la dictature des affidés de Moscou. Et qu'importe désormais si le lendemain 7 octobre, les Magyars gagnent encore à Colombes où ils rencontrent la France. Qu'importe les déboulés du demi-français Jean-Jacques Marcel. Qu'importe les interventions de Krosic. Et qu'importe la descente du duo Fontaine-Piantoni qui manque d'égaliser. Pourtant, nul ne sait encore ici qu'on ne reverra plus jamais la grande équipe de Hongrie et que cet au revoir est un adieu. Le 23 octobre, une manifestation de soutien aux camarades polonais, eux aussi engagés dans une même demande de libéralisation politique, rassemble dans les rues de Budapest plusieurs milliers de manifestants pacifiques. Fidèle à son habitude, la propagande soviétique veut faire croire qu'il s'agit de voyous, les torches à la main, cherchant à mettre Budapest à feu et à sang. Ce même soir, les premiers coups de feu éclatent aux abords de la maison de la radio. Le lendemain, les combats sont encore sporadiques. Et dès le 25, c'est l'embrasement général dans le pays. Par milliers, on prend les armes au nom de la liberté, tandis que les émissaires soviétiques et leurs sbires font encore une fois appel au populaire Imre Nagy pour essayer de calmer le jeu. Mais il est tard désormais. C'est sous les balles que les enfants de Budapest continuent de jouer au ballon, au pied de quelques tristes reliques soviétiques, façon HLM ou vieux tank T-34 des unités hongroises ralliées aux insurgés.
Le 30 octobre, aux abords de la place de la République, enfants de la balle et insurgés attaquent le siège du Parti communiste de Budapest, tandis que l'on tente d'effacer les traces et les archives de 10 années de dictature. Conseils et comités révolutionnaires prolifèrent. Dans des stades débaptisés qui retrouvent leur nom d'avant-guerre, les joueurs sont désormais en impair, et les hurrahs ont fait place aux harangues des comités révolutionnaires. Mais à défaut d'une équipe nationale désormais éclatée, Puskás et les siens doivent partir pour d'autres stades, défendre les couleurs du Honvéd, toujours qualifié en Coupe d'Europe des clubs. Car malgré la tourmente, il s'agit encore une fois pour le régime de sauver les apparences. Október végén, november elején, mikor mi kimentünk Angliába, mi megkértük az engedélyt, meg is kaptuk a minisztériumból, megkaptuk a parlamentból, és nekünk, akik játékosok voltunk nagyjából, meg volt a mi vízumunk, úgyhogy mi mehetünk, meg is kaptunk mindent, elmentünk. Seul un écho leur parviendra de ce sinistre matin du 4 novembre où les cliquetis des chenilles des T-55 de l'armada russe venus éteindre ce qu'ils appellent un incendie contre-révolutionnaire recouvriront l'ultime appel désespéré d'Imre Nagy au monde occidental. Comme 11 années plus tôt, en février 45, quand l'armée rouge vous libère à l'aube, le soir, sous les étoiles, c'est par milliers que les cadavres se comptent. Quelques jours plus tard, à Paris, la poignée de main entre les deux capitaines est un peu longue. Les circonstances et les photographes l'exigent ce 25 novembre, où poursuivant sa tournée et sa préparation en vue du match de Bilbao, le Honvéd rencontre le Racing Club de Paris. Et pourtant, elle joue toujours aussi bien, cette équipe de Honvéd, à se demander s'il ne s'agit pas de simples réflexes conditionnés. En effet, qui sont-ils, ce commandant Puskás, ces capitaines Bojic, Kocsis et leurs hommes? Les porte-drapeaux aux brassards noirs d'un peuple écrasé sous les chars, des mercenaires confortant la bonne conscience d'un Occident impuissant, les fantômes dérisoires d'une équipe d'or à jamais engloutie, que les projecteurs du parc chercheraient vainement à ressusciter pour un soir, ou bien encore des déserteurs, voire des traîtres ayant abandonné le cœur de leurs frères. Forron szeretett hazánk további dicsőségére. Előbb megvetítve küzdött a jobb sporteredményekért a győzelemért. Il est loin le serment conquérant de 52, et c'est un cœur lugubre qui s'est envolé pour Melbourne et ses jeux. Comme souvent, ce sont les plus démunis qui restent, tandis que ceux du Honvéd, avec les devises encaissées lors de leur tournée, essaient de faire venir leur famille. Feleségem, kétszer megfogták őket a határon, másodszor bevágták a győri börtönbe, és csak egyet kértek tőle, hogy én küldtem neki egy levelet, hogy jöjjenek utánam. Soha nem felejtem, 1956. december 6-án hajnali 6 órakor Rómában vagyunk, a Nacionál szállóban, és annyit kapott. Szolikám, a család békében megérkezett kérletekkel, és egészségben, Bécsbe. Kocsis, à son tour, récupère sa femme, tandis que Puskás, soulagé, serre enfin dans ses bras sa petite Annick. D'autres ont moins de chance. Ainsi, Bojic, malgré les $1000 donnés à quelques passeurs douteux, attend-il toujours sa femme. L'atmosphère n'est pas vraiment propice à ce match contre Bilbao. Et puis il y a ces journalistes, souvent un peu charognards, sans parler de ces intermédiaires véreux, mandatés par les grands clubs d'Europe qui tous rêvent d'engager ces types qui n'ont que leur veste sur la peau, mais de l'or dans les jambes. Les brumes des Flandres sont aussi opaques que le brouillard du parc ce 20 décembre 56 où le Honvéd joue son match retour à Bruxelles contre Bilbao. À l'aller, les Magyars ont perdu de justesse, 3-2 chez ces Basques où il est quasiment impossible de gagner. À la 55e minute, alors que les deux équipes sont à égalité, Farago se jette avec l'énergie du désespoir dans les jambes de Gainza et doit être évacué.
Xibor, lui-même blessé, le remplace et par 2 fois, boîte en bas, en est réduit à aller chercher tristement le ballon au fond de ses filets. Mais Farago revient. Décidément, il est dit que ces Hongrois ne seront jamais des footballeurs comme les autres. Après 2 mois d'errance sur tous les terrains d'Europe, ils se lancent encore crânement à l'attaque, ivres de fatigue et titubants, mais égalisant et ratant de peu la qualification. Non, ils n'étaient pas des déserteurs. Non, ils n'étaient pas des mercenaires, ni des aventuriers, et encore moins des traîtres. Ils n'étaient que d'immenses footballeurs faisant leur métier jusqu'au bout, pour simplement survivre et se montrer dignes de leur peuple martyrisé. À Budapest, où la révolution a été définitivement écrasée, un climat morose règne et le sport n'existe plus. Les matchs ressemblent plutôt à des valses tristes. C'est pourtant là, maintenant qu'ils sont éliminés, que leur fédération, toujours reconnue par les instances internationales du football qui ne rêvent que de statu quo, leur demande de revenir. D'ailleurs, là-bas, à l'ouest, surtout avides de sensations fortes et de bonne conscience, on les regarde avec moins de passion. À Milan, dans un stade San Siro à moitié vide, ils sont pourtant toujours là en ce début 57 avec leur éternel bouquet de fleurs. Sur le terrain, ils sont 11 présents, mais peu seront élus. Seules les grandes vedettes intéressent les clubs occidentaux. Ainsi, les autres à qui l'on ne propose rien doivent-ils rentrer. Tel ce bon Boudaï, bientôt suivi par d'autres. Grosic, par exemple, qui, toujours sentimental, rentrera par peur de ne plus jamais revoir son pays et les siens. Seul reste le roi Puskás, Kocsis, Xibor et quelques jeunes espoirs qui n'ont rien à perdre. À l'automne 57, Puskás est toujours en attente à Vienne où Barcs, mandaté par la fédération hongroise, essaie de le convaincre de revenir. A legnagyobb vágyam az volna, hogy futballozni szeretnék. Mi szeretnék a Wiener Sportklubban barátságos mérkőzéseken szerepelni. Remélem, hogy a FIFA engedélyt fog erre adni. Nevetni fog. Azt mondtam neki, öcsi, mi szegények vagyunk. Mi csak a szívünket tudjuk neked adni. Semmi mást. Ő is elsírta magát. Hidd el, azt mondja, nagyon nehéz. Miért mehetek, maradok otthon örök életemre, de most nem tudom megcsinálni. Hát mi nem tudtunk semmit se adni nekik. Barcs n'avait rien à lui offrir. Le Grand Real de Madrid lui offre un pont d'or. Sous le célèbre maillot blanc et à côté de Di Stefano, le divin chauve, pendant de nombreuses années encore, Puskás va faire les délices des supporters madrilènes. Kocsis, lui, aura moins de chance. Engagé avec son ami Xibor par Barcelone, grand rival du Real, celui qui fut tête d'or et le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde ne connaîtra pas la réussite éclatante de Puskás. Il y a des exils qui tuent plus sûrement que des balles de Kalachnikov. Kocsis meurt en pleine déprime sans avoir jamais revu la Hongrie. Un pays que décidément personne ne saurait oublier. Même pas Xibor, le plus contestataire de tous. Diktatúra. 36 éven keresztül. Talán ezt tartotta bennem azt, hogy vigyázz, ne azt mondd, amit érzel. Érted? Még most is. Így. Még benne marad az emberben. Életen keresztül diktatúra. Most már mindegy, elhatároztam, hogy komám, köszönöm szépen, közel a temetőhöz. Így kijárok, meglátogatom a szüleimet, a testvéremet kellett. Így rokonok, a jó barátok, a ismerősök. Azt, az Isten akarata, hogy jöjjön, ahogy jönni kell. Le pays est toujours sous le joug lorsque Gustave Sebes, l'éternel homme du parti, et Georges Chépézy, dont le rôle ne fut guère glorieux pendant la Révolution,
ramènent en accord avec les autorités l'enfant prodigue Pancho Puskás le temps d'un match, et histoire de montrer aussi que 56 est déjà loin. Mais il y a là d'abord tous ceux et celles qui ne l'ont pas oublié et qu'il n'a pas oublié. Et maintenant qu'il embrasse ses frères en football, c'est leur jeunesse retrouvée qu'enlace Buzanski, Grosic, Geller et les autres. Certes, il ne fut pas toujours radieux ce temps passé. C'était celui du sang versé par l'armée rouge, celui des geôles et des pendus de Rákóczi. Mais pour tous, c'était aussi celui de leur enfance, celui de leur jeunesse, celui de leur vie d'hommes et de femmes d'avant la vieillesse, quand sous des soleils d'été ou des ciels d'orage, ils acclamaient tous Puskás et les siens au milieu des hurrahs de stade en folie. Souvenirs déjà lointains, mais que le football, toujours, rappelle. Comme maintenant dans un Stadium comble, où les quelques survivants de l'équipe d'or, vieillis mais toujours chéris, reviennent pour un après-midi sur le théâtre de leurs exploits. Et lorsqu'autour d'eux 100 000 spectateurs s'apprêtent à entonner l'hymne national, ce n'est plus un peuple que le malheur accable depuis longtemps qui se recueille, mais 100 000 personnes qui pensent à ce bonheur retrouvé et peut-être aussi à une liberté qui déjà se dessine, symbolisée par ce retour de Puskás, aussi vrai que cette équipe toujours épousa le destin de son pays. N'en déplaise aux tenants du sport, opium du peuple, c'est plus que cela le football. Et c'est pourquoi vous tous, le major galopant, la panthère noire, Laurent le brigand, Hidekuti le maître, Buzanski le roc, Lantos le bon géant, Zacharias le timide, Xibor le rebelle, Bogic le lumineux, toi le généreux Boudaï, et toi, tête d'or, nous ne vous oublierons jamais.